Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, où nous allons partir à la rencontre d'une communauté chrétienne, le Cenacolo, qui aide des hommes en difficulté. Le Cenacolo accueille ces hommes qui ont eu un passé difficile, soit marqué par la violence ou différents types d'addictions, telles que la drogue, les jeux vidéo, l'alcool. Pascal Imblet, qui est avec nous aujourd'hui, a pu s'en sortir grâce au Cenacolo. Pascal Imblet, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Vous nous partagerez votre témoignage dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous allons d'abord nous rendre à Lourdes, au Cenacolo, où Corinne Owen et Jean-Louis Gios ont rencontré les résidents et les responsables de cette communauté. Tout de suite, je vous laisse découvrir le reportage. Dimanche après-midi, stade de Lourdes, dans les Pyrénées. Sous un soleil de plomb, deux équipes s'affrontent dans un match de foot disputé mais convivial. En fait, ces deux équipes sont un peu particulières car elles font partie de la communauté du Cenacolo située à quelques centaines de mètres du stade. Dans ce vaste domaine sont accueillis des hommes en quête de joie de vivre et du vrai sens de l'existence. Mais qui sont-ils vraiment? Alors nous accueillons tout type de personnes qui font face à de grandes difficultés dans leur vie et qui font appel à la communauté pour demander de l'aide. Ce sont essentiellement des personnes qui souffrent d'addiction ou de problèmes assez graves. Alors l'alcool, la drogue, le sexe, la pornographie, la solitude, la dépression et aussi beaucoup au niveau de la jeune génération notamment qui arrive aujourd'hui par rapport aux écrans. La dépendance par rapport au téléphone, par rapport à l'ordinateur, par rapport aux jeux vidéo. Des jeunes qui s'enferment comme ça, qui s'en travaillent et qui laissent passer le temps comme ça et qui finalement sont complètement en dehors de la réalité. Finalement, tout type de personnes qui arrivent plus dans leur vie et qui ont eu des petits signes comme ça qui l'ont fait arriver jusqu'à rencontrer la communauté du Cenacolo. Que l'on vienne d'Espagne, de France, de Belgique ou du Honduras, la première chose que l'on apprend au Cenacolo, c'est l'italien. C'est en effet dans le Piémont que la communauté fut fondée par Mère Elvira dans les années 80. Et si aujourd'hui, des fraternités se sont développées dans une vingtaine de pays, l'italien y est resté la langue usuelle. Et qu'est-ce que vous leur proposez? Nous leur proposons un parcours de reconstruction de leur personne, un chemin personnel de reconstruction intérieure. Alors à travers un chemin sur du long terme, à travers le travail, la prière et la vie fraternelle. À travers un détachement de leur vie d'avant, qui demande de faire des concessions, des sacrifices, pour pouvoir se reconcentrer sur soi, pleinement sur soi, avec l'aide des autres frères, et pouvoir apprendre à se reconnaître, à se reconstruire, à devenir plus fort, plus mûr pour affronter la vie de dehors. La vie est exigeante au Cenacolo et son rythme immuable. Levés à l'aube pour la prière, les frères ont juste le temps d'avaler leur petit déjeuner avant de commencer à travailler. Cette réalité du travail occupe une grande partie de la journée. Elle est fondamentale pour la reconstruction intérieure de chacun. Cela permet de reprendre confiance en soi et de découvrir de quoi on est vraiment capable. Ce n'est d'ailleurs pas tant ce que l'on fait, mais la manière de le faire qui est importante. Chacun travaille en binôme ou en groupe, et le travail ne manque pas sur les 11 hectares du domaine. Des soins aux animaux, à la cuisine, en passant par le potager, chacun peut trouver largement de quoi faire pour ne pas rester inactif. Votre style de vie semble très exigeant. Pourquoi ? C'est cette exigence-là qui nous permet de nous reconstruire en fait. Et je pense que Mère Elvira voulait cette exigence-là pour justement repartir de zéro, vraiment en faisant beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. Mais c'est ça qui permet d'enraciner notre nouvelle vie, notre nouveau chemin dans le bien et de se reconstruire pleinement. Quand un nouveau arrive au Cenacolo,
il est confié à un ange gardien, un ancien, qui lui aussi est en chemin, mais qui a déjà surmonté les premières grandes difficultés. Quand un jeune arrive au Cenacolo, bon, il entre dans un nouvel univers, il n'a plus son téléphone, il a plus son PC, il n'a plus ses repères, et du coup, bah, on lui donne un ange gardien. C'est simplement une présence en communauté d'un frère qui a une certaine période dans la communauté qui va être à côté de lui, donc toute la journée et même toute la nuit. On dort dans des lits superposés, l'ange gardien est en dessous et le protégé, il dort au-dessus. Bon, il y a un sens derrière toutes ces choses, mais bon, l'objectif c'est d'être une présence positive pour lui. Lui qui rentre alors qu'il ne va pas bien à cause de la drogue, à cause de l'alcool, ou à cause d'autres addictions, il ne va pas bien. Donc il a besoin que quelqu'un puisse l'accompagner, puisse être un signe de positivité. Alors on est tout le temps avec lui. Donc par exemple, s'il y a un protégé qui rentre et qui est très replié sur soi, ben, je vais aller le chercher. Je vais dire, bon, qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses? Du coup, je ne sais pas, 3-4 fois dans la matinée, une fois toutes les demi-heures, bon, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Bon, et là, on noue le dialogue. L'objectif, c'est de nouer une amitié, de me faire proche de lui, pour ensuite pouvoir lui filer un coup de main dans la mesure de ce que je peux lui donner aussi. Et du coup, on avance comme ça dans la journée. Je ne le lâche pas d'une semelle. S'il a des moments de crise, et moi je pense la nuit, pour ceux qui ont des moments de... Quand ils abandonnent les substances, il y a ces moments de crise, ça peut être psychologique, mais ça peut être même un peu physique des fois. Bon, la nuit, il se lève à 2 h du matin. Et il faut être avec lui. Donc l'ange gardien, il doit se déranger un peu. Et l'accompagner la nuit pour éviter qu'il fuit, pour éviter qu'il parte dans ses paranoïas, on va être proche de lui. Je sais pas, en ce moment je suis ange gardien à Maxence. Bon, il a du mal à rentrer dans le rythme pour quelqu'un qui, par exemple, se lève pas à 6 h. Là, on se lève tous les matins à 6 h. Bon, le matin, ça va Maxence, t'as bien dormi. Et tous les matins, je me lève, je lui fais son lit. Bon, il a plus de 20 ans, il a 25 ans, mais c'est difficile de rentrer dans le rythme. Donc il faut être là, une présence positive et une présence qui aime, avec des gestes très concrets. Et en fait, c'est très étonnant, mais en faisant ange gardien, ça m'a beaucoup réconcilié avec mes parents. Moi qui me plaignais énormément de... Je ne sais pas, mes parents sont mal occupés de moi, ils m'ont jamais trop compris, etc., etc. Au final, moi, quand je m'occupe de quelqu'un qui ne va pas bien, je vois mes limites, en fait. Et quand je les vois, je vois mes parents à travers mon comportement, et ça m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec eux. Et du coup, quand on se voit avec nos parents 2 fois par an, eh bien, ça m'a beaucoup aidé à ouvrir le dialogue et à dire écoute, je vous demande pardon parce que j'ai vécu énormément de choses négatives contre vous, mais je vois que je ne suis pas capable de faire mieux. Ensuite, après la Sainte Messe que j'ai vécue motivée. Chaque jour, après le repas, un frère raconte son vécu et ses sentiments du quotidien. Il me raconte Un exercice parfois difficile où il faut parler de soi et s'ouvrir aux autres. Ensuite, 2 par 2, les résidents se retrouvent pour un moment de partage fraternel. Et après ce moment d'échange, tout le monde se rassemble pour un chapelet marché autour du domaine avant de reprendre le travail. Alors vous parlez de la prière, elle semble rythmer la vie du Cenacolo. Alors la prière nous aide à trouver la paix à l'intérieur de nous, avec notre histoire, avec notre passé, avec nous-mêmes. Elle nous aide à changer, elle nous aide à nous abandonner, elle nous aide à devenir d'autres personnes et à guérir nos blessures tout simplement. C'est un peu notre médicament ici finalement. Ce matin, Gaëtan nous emmène à Bartrès, sur les hauteurs de Lourdes. Depuis quelques mois, le Cenacolo y a ouvert une nouvelle maison. Plus modeste qu'à Lourdes, le projet accueille aujourd'hui 9 résidents. C'était un cadre plus familial où des garçons sur une maison comme Lourdes, qui est plus grande, plus espacée, pourraient se perdre. C'est pour répondre à un autre profil de garçons qui ont besoin d'un cadre plus petit, plus familial. Et vous êtes en plein travaux? En plein travaux, oui.
Dans la communauté Chinakolo, la vie est quand même assez exigeante. On a un rythme assez soutenu. C'est un bon moyen et c'est un pas à faire pour des garçons comme moi qui étions perdus dans la vie de dehors et qui n'avaient plus de rythme de vie, d'hygiène de vie. Et ce cadre, cette exigence nous permet retrouver un rythme de vie pour pouvoir avoir une image de nous-mêmes correcte et pour aussi pouvoir répondre aux attentes du marché de l'emploi ou tout simplement de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est le plus difficile quand on arrive ici? Pour moi, personnellement, ça a été le manque de ma famille. Parce que même si les dernières années où je n'étais pas présent ou plus reclus sur moi-même, où je ne faisais que des brefs passages chez mes parents ou dans ma famille, ou les moments où on se retrouvait en famille, je les fouillais. J'essayais que ce soit le plus bref possible. À partir du moment où on se retrouve éloigné de notre famille, et surtout on se nettoie de tous nos addictions, nos problèmes et nos moyens de nous divertir d'une manière erronée, forcément on se rend compte de ce qu'on avait et qu'on n'a plus. Et du coup, on retrouve le besoin de ces choses simples et de la présence de notre famille qu'on a trop rejeté en fait. Au Chinakolo, le travail pourvoit à une bonne partie des besoins quotidiens. La communauté n'achète pratiquement rien et vend encore moins. Et en ce qui concerne les biens nécessaires qui pourraient manquer, l'aide de la Providence et les dons des bienfaiteurs font le reste. Au début, Sœur Elvira se demandait s'il serait juste de demander une pension mensuelle aux parents des jeunes accueillis. Mais comment pouvait-on demander de l'argent à des familles déjà désespérées et souvent exsangues financièrement? La Providence, à travers des petits et de grands gestes de générosité, répond aux besoins quotidiens, que ce soit pour la nourriture, le matériel ou les factures à payer. Au Chinakolo, on parle beaucoup de providence. Qu'est-ce que c'est la providence? La providence, la providence, on a beaucoup tendance à se dire que ça s'explique pas finalement, ça se vit. La providence, c'est de s'abandonner, de faire confiance complètement à Dieu dans le but de dire eh bien écoute, moi je suis pauvre, j'ai rien ici, qu'est-ce que tu m'offres? Dans une attitude de besoin sans cesse, qu'est-ce que je peux avoir? Et finalement, la providence qu'on voit nous essentiellement sur la nourriture, qui nous arrive tous les jours, c'est magnifique à vivre voilà, au quotidien, c'est beau. C'est pas facile, ça demande de faire confiance, mais ça apporte vraiment du fruit. Est-ce que le chemin est long? Ah oui, mais il est long dans la mesure où on travaille sur nos blessures. Si on a des blessures très profondes, ça prendra du temps avant de les accepter, avant de pardonner, parfois à d'autres, parfois à moi-même. Certaines choses que j'ai pu mal faire dans mon passé et desquelles je peux m'en vouloir, ça peut prendre du temps pour que je me pardonne à moi-même. La source de tout ça, ce qui permet de dépasser, bien sûr, c'est la présence réelle du Christ qu'on a en chapelle, c'est la prière. Et du coup, ça peut prendre du temps. En général, ça prend à peu près 3 ans, mais en fonction des gens, ça peut prendre 6-7 ans, je ne sais pas. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Là, pour l'instant, je sens dans mon chemin que le tunnel est en train de s'éclaircir, mais vraiment nettement. Et puis, je sens que j'ai énormément reçu de la communauté. Beaucoup d'amour, beaucoup de gestes d'amour, beaucoup de pardon. Même quand j'étais immature, on m'a redonné de la confiance en prenant le temps. Puis, je sens que je suis plus homme. Maintenant que j'ai reçu tout ça, qu'est-ce que j'en fais?
Je pense que je vais décider de dédier peut-être 1 ou 2 ans à redonner ce que j'ai reçu. C'est ce que nous propose la communauté et je trouve que ça a du sens. Enfin, moi, ça me parle. Et puis, aussi en me donnant, je vais pouvoir redécouvrir un peu mes dons. Bon, je les connais déjà, hein, la musique, un peu la capacité à organiser un peu. Mais ça va être l'occasion de le déployer davantage avec les frères. Et puis ensuite, je pense que la Providence me mettra devant moi aussi les rencontres qu'il faudra pour pouvoir sortir et puis retrouver un travail et retrouver une vie un peu plus sereine. Ouais, ça n'a pas beaucoup d'horaires. Mais il est déjà temps de reprendre des forces et cela tombe bien, car c'est l'heure de la collation. François a préparé des focaccias que tout le monde attend avec impatience et gourmandise. Ok. Une fois que c'est doré comme tu le veux et que ça sera cuit vers le fond, elles seront prêtes, tu les enlèves. Est-ce que tu veux qu'on commence à servir? Oui, oui, je veux. Comme ça, les frères, ils attendent pas trop. Je dis, c'est quoi la formule? Je sais pas. Ouais, sois toi-même. Dis fratelli, buona merenda. Fratelli, buona merenda, buona focaccia. Tu vois ce que tu veux. Attends, c'est bon ça. Fratelli, buona merenda, buona focaccia. Et fratelli più giovani primo. La vie communautaire, ce n'est pas facile. La vie communautaire n'est pas facile, non. Non, elle a ses hauts, elle a ses bas. Il y a des moments très beaux qu'on passe, des moments très familiaux, un climat familial, des moments plus difficiles. On vit avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents de nous, cultures différentes, langues différentes, âges différents, passés différents, problèmes différents. Ce qui fait que c'est parfois difficile au début, quand on rentre, qu'on est fermé sur nous-mêmes, qu'on n'a plus confiance en nous, en les autres, en la relation. On a du mal à se fier un peu de ces gens qu'on ne connaît pas, de cet inconnu. Et petit à petit, quand on apprend à s'ouvrir, à faire confiance, et on voit qu'on est là aussi finalement un peu dans le même bateau pour s'aider les uns les autres. Et la vie fraternelle, quand elle se vit et qu'on réussit à créer des liens avec les autres, on peut vivre des très beaux moments d'amitié et fraternelle tous ensemble. Alors vous vivez loin de toutes les tentations, vous vivez dans un monde un petit peu fermé. C'est voulu aussi cela? On est complètement mis dans une bulle qui permet de nous aider à pouvoir nous regarder mieux et plus à l'intérieur pour pouvoir apprendre à nous connaître, à connaître nos blessures, nos qualités et nos défauts tout simplement. Est-ce que vous imaginez un jour sortir de cette bulle? J'espère. Maintenant, je ne sais pas. Avec le temps, j'ai appris à beaucoup plus à m'abandonner et à me confier à ce que Dieu a comme projet pour moi et à tout simplement ce que la vie me réservera parce que je pense qu'on a beaucoup trop, et pour ma part en tout cas, beaucoup trop pensé à un futur, à des idéaux d'une vie future ou une belle voiture, une belle maison. Et au final, en vivant en communauté, je me rends compte qu'en n'ayant rien, en n'ayant aucun argent, juste mes vêtements au final et un sac pour me déplacer, je me rends compte que je suis bien plus heureux que ce que j'étais avant avec ma voiture et tous les biens matériaux que j'avais. Et où là maintenant, j'apprends à vivre des plus simples choses comme m'émerveiller de la nature et de la création de Dieu, du paysage que j'ai en face de moi depuis que je suis en communauté. Le samedi, c'est la journée pizza. Fin d'après-midi, la communauté invite les amis du Cenacolo ainsi que les anciens à partager le repas. Ils sont plusieurs dizaines à venir pour ce moment de convivialité et de joie, sans oublier l'aide de la Providence, toujours la bienvenue. Il y a une vie après le Cenacolo? Bien sûr, c'est le but. C'est une communauté de passage, à moins qu'on s'y trouve une vocation, pourquoi pas, et c'est beau. Et il y a une vie après Cenacolo et c'est pas facile non plus l'après, à penser à l'après. C'est même presque plus dur qu'au début.
Voilà, il y a des appréhensions, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut mûrir un projet et quelques temps avant, bien en amont, et puis faire confiance aux gens qui nous connaissent, aux gens qui sont là un peu, qui pensent, qui ont fait cette communauté, qui dirigent un peu cette communauté, et fonder un petit projet petit à petit, et faire confiance, pas s'arrêter à nos idées, à ce qu'on veut pour nous, mais faire confiance aux autres aussi, qui ont une bonne opinion sur nous, qui nous voient bien, qui ont notre regard sur nous, et qui nous diront vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Et à partir de là, dessiner un projet, et puis au bout d'un moment, sortir. Voilà pour cette immersion dans la communauté du Cenacolo. Pascal Imblet, vous êtes un des Belges qui fait partie de cette communauté. Quand est-ce que vous êtes arrivé là-bas et combien de temps êtes-vous resté au Cenacolo? Alors, je suis entré en communauté en octobre 1996 à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Et au total, je suis resté 14 ans dans la communauté. Quel était votre problème, le problème que vous viviez? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas dans cette communauté? Bien, j'ai vécu le problème de l'addiction. En étant enfant, j'étais un garçon fort introverti, même plus que ça, fermé en moi-même. Et bon, arrivé à l'adolescence, c'est devenu plus difficile de trouver ma place dans le groupe, fort peu de confiance en moi. Et alors, la découverte de la bière, c'était comme waouh, la chose magique qui me libérait de mes peurs et qui me permettait d'aller vers les autres et d'être social, de faire la fête. Mais quand j'ai eu 17 ans, là, mon papa est décédé brusquement d'un arrêt cardiaque. Et là, un nombre de morts est passé sur la famille et a fait que la fête était terminée. Mais la bière est restée, et en plus grande quantité pour combler ce mal-être et pour fuir. Il faut fuir la peine, et alors c'est devenu de la solitude, puis alors les joints, et puis après les amphétamines, le speed, etc. Et toutes sortes de drogues qui se proposaient, donc pendant quand même des années. Oui. Au Cenacolo, qu'est-ce qui vous a aidé à vous en sortir, à sortir de cette addiction? Alors je suis arrivé au Cenacolo, j'avais 33 ans. Et j'avais, avant d'entrer au Cenacolo, déjà vécu une expérience forte de conversion. Donc j'étais en recherche de quelque chose qui puisse répondre à une quête de sens. Enfin, le sens, je l'avais trouvé dans le Christ, mais donner quelque chose de concret. Et au Cenacolo, là, j'ai rencontré des frères comme moi, qui venaient d'un passé de ténèbres, parce que j'ai vraiment vécu beaucoup d'années de dépression, de ténèbres. La drogue a vraiment été pour moi synonyme de grande souffrance, de grande solitude aussi. Et là, écouter leurs témoignages et comprendre, oui, mais là, c'est quelque chose, ils vivent la même chose que moi. Et alors, j'ai commencé mon trajet. La première chose qui m'a aidé, c'est mon ange gardien. J'avais 33 ans et mon ange gardien en avait 18. Donc la personne qui vous suivait, qui vous accompagnait au jour le jour. Voilà, moi j'ai été confié à Henri, qui est resté un ami et que je vois régulièrement, qui habite aussi à Anvers, donc on se voit de temps en temps. Et Henri, avec sa jeunesse de 18 ans, vivait vraiment pleinement tous les commandements, tous les conseils de la communauté. Et il m'a transmis ça, comment je veux dire, pas vivre les choses à moitié, y aller à fond. Et bon, alors j'ai commencé avec lui à faire ça. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidé? Tant de choses. C'est un ensemble de choses qui vous a aidé. Oui. Tout d'abord, cette amitié et comprendre que je peux être imparfait, que les autres... au Cenacolo, bien souvent, celui qui est le plus imparfait est le plus aimé. Plus tu es pauvre, plus tu te trompes, etc., plus tu sens l'amour. Alors, pouvoir être imparfait, pouvoir faire des erreurs, pouvoir me fâcher sur les autres, pouvoir une fois me disputer. Avant, je n'osais pas. Et après, j'accumulais jusqu'à ce que j'explose. Et après, la relation était coupée. Là, j'apprenais vraiment à dire ce que je pense, avec les sentiments qui y sont, et puis après, savoir que toujours, on peut se réconcilier. Après, on en reparle, etc. C'est vraiment une école d'amitié, d'être capable de s'ouvrir. Moi qui étais tellement fermé, m'ouvrir aux autres. Et puis comprendre aussi que je vaux la peine, que ma vie vaut la peine, que ce que je dis,
que je raconte, etc. Apprendre à se raconter aussi, dire ce qu'on vit en profondeur. Et ça, voir que les autres t'écoutent et qui t'apprécient, parce que quand on se connaît en profondeur, c'est là que naît vraiment l'amitié belle, quoi. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'encadrement est quand même très strict, très exigeant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque un peu d'emprise sur les personnes qui sont là, surtout les plus jeunes? Oui, c'est une très belle question. C'est très strict, mais l'encadrement est vraiment partagé. Quand je suis rentré à Medjugorje, il y avait 80 jeunes hommes qui vivaient ensemble, donc une grosse maison, et les responsables étaient 4 jeunes Italiens qui eux-mêmes sont en chemin. Ce n'est pas des gars qui sont payés pour ça, ou ce n'est pas des frères ou des sœurs qui vraiment ont consacré leur vie au Cenacolo. Non, c'était des garçons qui étaient de passage aussi, et qui étaient là peut-être 4 ans, peut-être 5 ans. Et donc, ce partage de la responsabilité. Et alors, le charisme de Mère Elvira est vraiment ce qui portait, qui a inspiré les jeunes, mais elle-même le vivait en premier lieu. Elle demandait qu'on travaille, mais elle était la première à mettre la main à la pâte. Elle demandait l'humilité, elle était la première à être humble et à s'excuser quand c'était nécessaire. Donc Mère Elvira avait une grande humilité, en fait. Alors, oui. Il me resterait une dernière question. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez pu vous reconstruire? Vous avez une famille, un travail? Oui, oui. En sortant du Cenacolo, la sortie n'a pas été facile. Parce que, comment dire, après 14 ans, se réinsérer dans la société. Et moi, quand je suis entré, je n'avais jamais eu un téléphone. Quand je suis sorti, tout le monde a un smartphone, etc. C'était les francs belges. Quand je suis sorti, c'était les euros, etc., etc. Donc ça a été quand même toute une période assez difficile. C'est difficile d'entrer au Cenacolo, en sortir n'est pas facile. Mais après quelques temps, donc j'ai travaillé d'abord, j'ai vendu des frites à la gare d'Anvers. Et puis après, j'ai travaillé comme restaurateur de meubles antiques. J'avais appris le métier en étant là-bas à la communauté. Et puis après, j'avais étudié quand j'étais au Cenacolo, j'ai fait le séminaire. Donc j'ai demandé pour pouvoir travailler dans la pastorale. Et après une formation supplémentaire, je suis devenu assistant paroissial. Après ça, j'ai pu me marier. J'ai rencontré Christine, une femme extraordinaire. Et nous avons alors 2 enfants, dont un petit Francesco qui vient de naître, et aussi une fille, une famille d'accueil. Et j'ai vraiment une vie, je dirais, en plénitude. Je suis beaucoup de reconnaissance pour la vie aujourd'hui, comment elle l'est. Pascal Imblet, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.